L'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse de recevoir ici ce soir Ariane Ben-David. Vous êtes nombreux à la connaître. Je rappelle simplement que jusqu'à la semaine dernière, elle était maître de conférence à la Sorbonne, agrégée d'hébreu, philosophe aussi parallèlement, et qu'elle assumait la direction du Talmud Torah à la synagogue de Copernic. Vous l'avez peut-être entendue comme conférencière sur Acadème, et on l'entend également parfois sur Radio J. Elle est déjà venue nous rendre visite. La dernière fois qu'elle est venue, c'était juste avant le confinement. Vous étiez venue, Ariane, en 2019 et vous nous aviez donné une très belle conférence sur les Juifs maranes à travers le prisme des troubles identitaires. Et c'était effectivement extrêmement intéressant. Alors ce soir, nous avons une conférence qui succède, d'ailleurs, vous êtes la deuxième de l'année et vous succédez à Mireille Hadas-Lebel. Vous la connaissez, Mireille? Bien sûr. Elle a été votre professeur? Mon professeur et ma collègue. Votre professeur et votre collègue. Donc vous avez été son étudiante en quelque sorte. Voilà, exactement. Oui. Et moi je précise que j'ai été aussi l'étudiante d'Ariane, puisque pendant plusieurs années j'ai suivi les cours à la Sorbonne et qu'elle m'a beaucoup apporté. J'étais très ignorante. Elle m'a beaucoup apporté dans la lecture de la Torah ou de l'Ancien Testament. Alors notre sujet de ce soir, l'émancipation des Juifs, un espoir déçu. C'est-à-dire que nous sommes dans une période qui est postérieure à la Révolution de 1789. Nous sommes donc dans la modernité. Et concernant ce sujet qui traite donc de la modernité, j'ai pensé qu'il y avait un personnage qui illustrait parfaitement ces deux termes, espoir et déception. Et ce personnage, il nous intéresse énormément dans la mesure où il est le fondateur de notre association en 1948, le fondateur de l'amitié judéo-chrétienne. Il s'appelle Jules Isaac. Et Ariane, peut-être savez-vous que l'année prochaine, un timbre va être frappé, vous ne le saviez pas, un timbre va être frappé à l'effigie de Jules Isaac à l'occasion du 60e anniversaire de sa disparition. Il était mort le 5 septembre 1963 et le timbre sera lancé par la Poste le 5 septembre 2023. Bien entendu, nous ne sommes pas étrangers à cette initiative, nous nous y sommes engagés et je crois que le grand rabbin de France, Raïm Corsia, s'est également engagé parce qu'il a senti, comme nous tous d'ailleurs, que c'est un acte de justice. Et si je prends l'exemple de Jules Isaac pour illustrer ce soir votre conférence, c'est que Jules Isaac, vous le savez peut-être, en 1940, il faisait véritablement partie de l'élite universitaire. Agrégé d'histoire, inspecteur général de l'éducation nationale, président du jury d'agrégation en 1939, et parallèlement, un ancien combattant, décoré de la Légion d'honneur et ayant eu la croix de guerre, blessé à Verdun. Rien ne laissait imaginer à Jules Isaac qu'il allait être révoqué de l'éducation nationale, chassé de l'éducation nationale le 19 décembre 1940. Et d'ailleurs, un ministre de Vichy, Bonnard, dira « Il est inadmissible que l'histoire de France soit enseignée par un juif ». Eh bien, j'ai retrouvé quelques phrases de Jules Isaac. Il a tenu son journal de bord, son carnet en quelque sorte, pendant les années 1940-1944. Et voici ce qu'il dit le 14 juin 1941. Quelques jours après la publication du deuxième statut des Juifs, qui véritablement le définit comme un nom français. Il dit « Rien ne peut faire que je ne me sente et que je ne sois français jusqu'à la moelle des os. » Mais 3 mois plus tard, là, on sent véritablement percer la déception. Il écrit « J'ai perdu toute confiance dans ce vieux pays et j'ai perdu toute confiance dans cette vieille Europe. » Et dans ses mémoires qu'il écrira au lendemain de la guerre, il écrit, je le cite, « J'étais devenu à cette époque-là un lépreux. J'avais trop présumé de mon pays. Soudain, il me fut révélé que pour être français, classé bon français, il ne suffisait pas de l'être pleinement, totalement, comme je l'avais toujours été. » On sent évidemment une amertume et ces phrases sont déchirantes. Alors Ariane, je me tourne vers vous. Vous allez peut-être nous définir d'abord ce que l'on entend par émancipation avec un E majuscule. C'est un concept qui n'est peut-être pas familier pour tout le monde
Parce que si on demandait à un non-juif, si on lui posait la question suivante, quand les Français sont-ils devenus des citoyens? Je pense qu'il répondrait au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. Mais si on posait la même question à un juif, quand les juifs sont-ils devenus des citoyens français? Je pense qu'il dirait le 26 août 1789, enfin il évoquerait la déclaration, mais il dirait surtout en 1791, le 27 septembre 1791. Or, je peux me tromper, mais je pense que la date du 27 septembre 91 n'est pas forcément connue parmi les non-juifs. Alors en quoi, Ariane, l'acquisition de la citoyenneté par les juifs a-t-elle suscité au XIXe siècle un immense espoir? En quoi les juifs ont-ils véritablement plébiscité la notion de citoyenneté? Et j'emploie le mot plébiscite au sens où l'employait Ernest Renan. Être français, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est dire j'aime mon pays, c'est dire j'aime la France, je souhaite rester français. Et enfin, dernière question, au lendemain de la Deuxième Guerre, quels ont été les rapports des Juifs désormais avec la citoyenneté? Est-ce que sont-ils restés toujours des inconditionnels de la citoyenneté? Se sont-ils sentis toujours protégés par les citoyennetés? Ou bien ont-ils mis leur espoir dans d'autres choses, comme par exemple la création de l'État d'Israël? Ariane, je vous laisse la parole et je vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation, toujours avec beaucoup de chaleur, et nous l'en remercions. Alors, merci Maud de m'avoir invitée. Je vous remercie d'être si nombreux. Il n'y a même plus beaucoup de place, donc c'est un grand plaisir. Et donc voilà, on va évoquer ensemble ce thème de l'émancipation des Juifs de France surtout, mais comme vous aviez dit, des Juifs d'Europe. Je ferai peut-être un petit paragraphe sur le reste de l'Europe, en tout cas les principaux pays du reste de l'Europe où des Juifs ont été justement émancipés. Et puis, on va arriver à l'époque moderne et je vais vous dire mon ressenti. Donc, il y aura un peu dans ma présentation, il y aura des faits, mais il y aura aussi du ressenti, hein, ce que je pense, ce que je voudrais vous dire vraiment d'un point de vue tout à fait personnel. Alors, ce qui est certain, c'est que pendant les 2 millénaires de ce qu'on appelle l'exil, ce que les Juifs appellent l'exil, c'est-à-dire après la destruction du deuxième temple de Jérusalem, pendant près de 2 millénaires, les Juifs ont vécu dans une situation un peu ambiguë, un peu entre deux chaises toujours, à la fois volontairement et sous la contrainte, en dehors de l'histoire avec un grand H. Il y a un écrivain israélien qui s'appelle Chaim Hazaz, qui a écrit un livre une nouvelle qui s'appelle Le Sermon, dans lequel il parle de l'histoire juive. Et il dit, il y a un personnage de cette nouvelle qui dit à l'autre, « Histoire juive? Mais de quoi parles-tu? Il n'y a pas d'histoire juive. Ce sont les autres qui ont fait notre histoire. Nous n'avons fait que la subir. » Et il continue en égrénant malheureusement tous les malheurs, les persécutions, etc., qui se sont abattus sur ce pauvre peuple qui ne demandait pas mieux que de vivre tranquillement et qu'on lui fiche la paix, en quelque sorte. Le ghetto, en les mettant à l'écart, les a aussi protégés. Et ça, souvent, on ne le dit pas souvent, mais c'est la vérité. Le ghetto les a aussi protégés. Le ghetto leur a permis finalement de perpétuer ces traditions et de perpétuer des coutumes et une façon de vivre. Et finalement, donc, il ne faut pas s'imaginer que le ghetto a toujours été comme le ghetto de Varsovie. Ça n'a rien à voir. Je parle des premiers ghettos, les premiers étant le premier celui de Venise, mais ensuite dans toute l'Europe. Ensuite, il faudra attendre les Lumières, bien entendu, et la Révolution française pour que les Juifs prennent une part active dans la vie de leur pays d'accueil. Donc, c'est là que viendra justement le temps de l'émancipation. D'abord, juste une petite remarque. Nombreux sont les Juifs qui ont imaginé qu'une des causes de l'antisémitisme, c'était, en dehors des préjugés purement chrétiens, ils ont imaginé qu'une des causes était leur propre refus de s'assimiler. C'est-à-dire que le juif, finalement, c'est l'autre et le même, et il est comme nous, mais il n'est pas complètement comme nous. Je ne parle pas d'aujourd'hui en France, bien sûr, mais tout au long du temps. Il veut garder ses spécificités. Donc, pour les autres, aux yeux des autres, il est l'inassimilable. Et ça date du livre d'Esther.
Parce que dans le livre d'Esther, on a effectivement un personnage sinistre qui s'appelle Aman, qui dit que les Juifs ne sont pas assimilables. Ils veulent garder leurs lois, etc., etc. Ce qui est totalement faux. Non, pas totalement. Ce qui est un peu faux. C'est vrai que les Juifs ont voulu garder leur spécificité. Mais pourquoi ne pas leur autoriser dans la mesure où ils font de mal à personne? Vous voyez? Donc, beaucoup de Juifs ont pensé qu'une des causes de l'antisémitisme, donc, c'était cette volonté de rester un peu entre soi, de s'habiller différemment, de manger différemment, de vivre un peu différemment. Et donc, l'idée va germer au XVIIIe siècle dans les esprits de ces Juifs que l'antisémitisme pouvait cesser si les Juifs si les Juifs s'intégraient, voire s'assimilaient, c'est pas la même chose, en tout cas s'ils cessaient d'être à part, de vivre à part, et s'ils commençaient à être comme les autres, entre guillemets. Et donc va naître en Allemagne et en France, de façon à peu près concomitante, un grand mouvement qui s'appelle la Haskalah. Alors la Haskalah, ça vient d'une racine en hébreu qui veut dire sechel, ça veut dire l'entendement. Donc c'est tout ce qui concerne la raison, le rationalisme, c'est le mouvement des Lumières, côté juif, d'accord ? Le principal instigateur de ce mouvement en Allemagne, c'est le philosophe Mendelssohn. Et l'Allemagne est véritablement le creuset dans lequel se développe ce mouvement de la Haskalah d'un point de vue intellectuel. Excusez-moi, j'ai combien de temps ? 1 heure. D'accord, ça va. D'un point de vue intellectuel, c'est l'Allemagne qui est à la pointe. La France est à la pointe d'un point de vue social. C'est-à-dire que les grands penseurs, les grands philosophes, c'est plutôt en Allemagne qu'on les trouve, Mendelssohn tout d'abord, et en France, on trouve plutôt un mouvement social. Quelle est l'idée force, l'idée majeure de ce mouvement de la Haskalah? C'est l'ouverture des portes du ghetto, même quand il n'y avait pas de ghetto, c'est un ghetto spirituel ou intellectuel, l'ouverture de ces portes, la fin d'un mode de vie passéiste, sclérosé, et l'accession pleine et entière à la vie du pays d'accueil. Pour cela, il fallait déjà parler la langue. Ce n'est pas une mince affaire, hein. Il fallait parler la langue du pays, cesser de parler les dialectes. C'est pour ça que, par exemple, Mendelssohn s'insurge contre ce qu'il appelle le jargon. C'était un peu péjoratif, c'est le yiddish, hein. Donc il fallait aller dans les écoles d'enseignement général et pas seulement la petite école juive fermée sur elle-même. Bref, vous avez compris, s'ouvrir à la société dans laquelle on vit. Alors, on va parler bien entendu maintenant de la Révolution, de Napoléon, de l'émancipation. D'accord. Mais je veux quand même préciser que les Juifs qui étaient encore présents dans quelques régions de France malgré l'expulsion qui datait de Philippe le Bel, des Juifs présents par exemple dans le comtat venessin, les Juifs du Pape, mais aussi à Bordeaux, où ils étaient en fait des maranes, mais qui judaïsaient un peu plus ou moins en secret, mais aussi en Alsace et en Lorraine, il y avait des Juifs. Il y en avait même un petit peu à Paris aussi. Bon. Mais ces Juifs-là étaient déjà, avant l'émancipation, de fidèles sujets. Et j'en veux pour preuve les prières qu'on adressait dans les synagogues, tous les Shabbats, à la France ou à... Enfin, en l'occurrence, je parle de la France, ou au roi lui-même. Les Juifs adressaient des prières pour le roi. Par exemple, je vais vous en citer une, Louis XV. Louis XV a été malade pendant un moment, et en août 1744, à Metz, on écrit une prière pour son rétablissement. Voilà ce qui est dit. « Seigneur, soutiens-le sur le lit de sa douleur. » Et à Bordeaux, en même temps, au même moment, on dit « Que Dieu bénisse, garde, conserve, secours, protège et délivre le roi de France, qu'il l'exalte et le rehausse. » Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le judaïsme et qui savent ce que c'est que le Kaddish, franchement, on croit entendre le Kaddish, parce que le Kaddish, qui est la prière des morts, en fait, c'est une glorification de Dieu dans lequel il est dit que Dieu soit exalté, rehaussé, etc., etc. Donc, c'est quand même assez notable que les Juifs, même à cette époque-là, on est longtemps avant la Révolution française, fassent des prières au roi ou à la France. Alors, bien entendu, c'est quand même la Révolution française qui va susciter, qui va donner un élan décisif à cette émancipation et susciter chez les Juifs donc un espoir. Et un espoir qui, effectivement, n'aurait jamais dû être démenti, mais qui, malheureusement, le sera
quelques décennies plus tard. En tout cas, ces beaux idéaux de l'égalité, de la fraternité, etc., ont modifié le paysage de la France concernant les Juifs, et les Juifs vont intégrer l'histoire avec un grand H maintenant à partir de ce moment-là. Pourtant, l'antisémitisme va ramper, j'ai envie de dire, et de façon inexorable jusqu'à Vichy, jusqu'à la collaboration. Dans la déclaration de Clermont-Tonnerre, qui est restée célèbre, il y a tout de même, il faut faire la part des choses. La déclaration de Clermont-Tonnerre, je ne sais pas si vous la connaissez tous, je la rappelle dans les termes. Devant l'Assemblée, Clermont-Tonnerre déclare, je cite, « Il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent pas dans l'État un corps politique, un État dans l'État, un ordre. » Donc ça veut dire nous intégrons les individus juifs, mais avec une restriction. Il ne faut pas qu'ils continuent à vivre à part et à faire une sorte d'État dans l'État. Donc le juif en tant qu'individu est émancipé et c'est à lui qu'on va donner bien sûr les droits de tout citoyen. En échange, on lui demande une seule chose, et ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'on demande aux immigrés aujourd'hui en France, s'intégrer. C'est normal. Parler la langue du pays, s'adapter à sa culture, à son mode de vie, autant que faire se peut, bref, à s'intégrer. Et c'est vrai que dès qu'on leur en a donné l'opportunité, les Juifs ont mis un point d'honneur, je dirais, à prouver aux autres qu'ils étaient dignes de cet honneur qu'on leur faisait en les déclarant citoyens, donc qu'ils étaient intégrables, voire assimilables. Donc, grand moment d'ouverture, Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, Déclaration de Clermont-Tonnerre, etc. Puis vient Napoléon. Et Napoléon, dans la communauté juive, il reste un personnage un peu ambigu, on va dire. Il est resté célèbre notamment pour avoir fondé les consistoires. Fameux consistoire qui fait la pluie et le beau temps jusqu'à aujourd'hui en France, un petit peu trop au goût de certains, mais qui était pour Napoléon, il faut le reconnaître, un moyen de chapeauter les communautés juives, d'avoir un interlocuteur et donc de les gérer, si vous voulez. D'accord ? Mais, bien entendu, il faut lui reconnaître ceci, qu'il a fait tomber partout où il est passé les murs du ghetto. Partout où Napoléon est passé, le ghetto s'est effondré. Hein ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été un peu recréé par la suite, après la chute de Napoléon, mais finalement, le mouvement était lancé. Donc, on doit quand même à Napoléon cet élan émancipateur et cette chute du ghetto. Du côté juif, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas si simple. Parce qu'évidemment, il y a, comme toujours, un petit différend qui surgit entre les plus orthodoxes, hein, les juifs les plus pratiquants, on va dire, et ceux qui veulent s'émanciper. Tout le monde n'a pas voulu s'émanciper. Il y a eu aussi des communautés qui avaient peur en fait de disparaître et qui disaient oui, mais si on va trop loin dans cette intégration, cette émancipation, on va ni plus ni moins disparaître. Donc il y a eu jusqu'à aujourd'hui, ce hiatus, si vous voulez, entre deux parties de la communauté, ceux qui voulaient conserver le plus possible leur tradition et ceux qui voulaient, au contraire, s'intégrer le plus possible. En France, en 1789, il y a des cahiers de doléances. Alors, dans ces cahiers de doléances, disons plutôt, se font l'écho des préjugés anti-juifs, judéophobes de la population française, dont d'ailleurs un bon nombre n'avaient jamais vu un juif. Hein, il y avait plein d'endroits en France où ils n'avaient jamais vu un juif de leur vie. Et pourtant, ça ne les empêchait pas d'avoir une image terriblement négative du juif. Mais beaucoup de remous ont accompagné cette émancipation de 1789 et 91 surtout, avec des débats très importants qui ont secoué la France, et notamment en Alsace et en Lorraine, une campagne anti-juive qui s'est avérée assez féroce. Hein.
Je vous renvoie aux ouvrages de Pierre Birnbaum, qui est un des grands spécialistes du franco-judaïsme. Et voilà, tous ces ouvrages sont remarquables. Les fous de la République. Oui. Les fous de la République, les Juifs. Oui. Et alors, le journal de la ville je crois que c'était Metz, il me semble, un journal assez un peu antisémite, qui écrit à ce moment-là, je cite, « Qui peut nous assurer que nous ne serons pas obligés de nous faire circoncire avant 30 ans ?» C'est un peu l'idée du grand remplacement. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une telle phobie des Juifs, bon, il faut dire qu'en Alsace et en Lorraine, ils étaient très nombreux, hein, mais tout de même, une telle phobie des Juifs qu'on estimait, enfin les chrétiens, estimait que si on allait dans ce sens-là, si on intégrait les Juifs, eh bien, bientôt, grand remplacement. C'est un peu l'équivalent. Ils allaient nous obliger à nous faire tous circoncire. Vous voyez les fantasmes qu'il y avait derrière cette idée de l'intégration. Alors Napoléon, il est célèbre aussi dans la communauté juive, pour avoir soumis en 1806 un questionnaire qu'il a soumis aux autorités juive, aux notables, on va dire, un questionnaire en 12 points, et c'était un véritable examen de passage. Hein. Si vous réussissez, vous êtes citoyen, si vous ne réussissez pas, on va réexaminer votre cas. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce questionnaire? Il y avait plein de questions sur l'adaptation. Êtes-vous adaptable? Êtes-vous assimilable? Accepteriez-vous les mariages mixtes? Question piège, évidemment. Accepteriez-vous la fidélité à la patrie? Seriez-vous prêt à verser votre sang pour la patrie? Etc., etc. Alors, bien évidemment, les réponses ont toutes été, ils ont passé l'examen de passage, ont toutes été positives, même sur la question des mariages mixtes. Il y avait des rabbins qui étaient un peu réticents, évidemment, mais on n'a pas voulu heurter les autorités qui allaient nous émanciper, et donc on a répondu de façon la plus politiquement correcte, si je puis dire, possible. Donc, du coup, c'est le début du moment, du temps où les Juifs vont abandonner une partie de leur mode de vie. Après, il y a un décret aussi qui s'est appelé le décret infâme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui malheureusement émane aussi de Napoléon. En fait, c'est le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur exactement qui promulgue en 1808 un décret qui prend le nom de décret infâme, qui est valable pour 10 ans, mais seulement pour les Juifs de l'Est, hein, et qui revient sur pas mal d'acquis de la Révolution, donc qui rétrograde, si vous voulez. Bon, maintenant, ce décret sera aboli par Louis XVIII, et il ne concernait de toute façon qu'une partie des Juifs. Ensuite, un peu plus tard, c'est Louis-Philippe, donc dernier roi de France, qui proclamera l'égalité des religions. Et d'ailleurs, Crémieux lui rendra hommage. Ce sera notre conférence la prochaine fois. Très bien. C'est Paul Crissy qui nous fera une conférence sur Adolphe Crémieux, une grande figure du judaïsme du 19e siècle, et ses rapports avec l'Église et avec le monde chrétien. Ça, c'est un sujet qu'on connaît un peu moins bien. Ce sera le 15 novembre. Ça sera passionnant. Alors, tout ça fait que, pour le moment, l'émancipation, elle est certes en route, mais elle va mettre du temps. Elle va mettre beaucoup de temps. On peut même dire qu'à quelques exceptions près, le juif est encore détesté. Les esprits ne basculent pas d'une minute à l'autre sous prétexte que des souverains ou des révolutionnaires en ont décidé autrement. Et il y a même des personnalités comme Montesquieu, par exemple, Voltaire évidemment aussi, mais Montesquieu aussi, qui dénonce, je le cite, « l'obstination invincible des Juifs pour leur religion qui va jusqu'à la folie ». Obstination qui va jusqu'à la folie. C'est Montesquieu quand même. Vous voyez? Alors Voltaire, évidemment, mais Voltaire, lui, il livre une guerre sans merci à toutes les religions et tous les cléricalismes. Donc on ne peut pas dire qu'il soit antisémite, quoique il y a des mots parfois un petit peu borderline, on va dire. Mais c'était au sein d'une critique beaucoup plus globale. Donc l'acceptation de l'autre n'est pas encore malheureusement à l'ordre du jour à ce moment-là. Il faudra attendre encore un bon moment, et c'est notamment le début du XXe avec la séparation Église-État qui va favoriser cette acceptation. Du côté juif, on peut citer par exemple un penseur résolument laïque qui s'appelle Bernard Lazare, qui écrit, on est à la fin du XIXe siècle, « La Révolution française est avant tout une révolution économique,
qui n'émancipe les Juifs qu'à hauteur de leur participation aux intérêts d'un capitalisme industriel désormais prédominant. C'est-à-dire que Bernard Lazare était convaincu que si on avait émancipé les Juifs, c'était pour y gagner quelque chose d'un point de vue économique. Donc les non-juifs auraient senti qu'il y avait, économiquement parlant, quelque chose à gagner et qu'ils ne les auraient émancipés que pour ça. A-t-il raison? A-t-il tort? Bernard Lazare, il a dit des choses aussi un peu contestables. Il a rendu un peu beaucoup les Juifs responsables de leur exclusion. Donc c'est une personnalité, parfois dont on peut contester un certain nombre de propos. En tout cas, la fin du 19e siècle et le début du 20e, on peut dire grosso modo la Troisième République, est un ère de contraste. La laïcité s'impose petit à petit, pour les Juifs comme pour les chrétiens. La prière pour la République se généralise et elle est sensiblement la même qu'aujourd'hui. Donc dans toutes les synagogues, on dit « Dieu éternel, maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent ». Ceux qui fréquentent les synagogues entendent ça tous les Shabbats. « La force et la puissance t'appartiennent. Bénis et protège la République française et le peuple français. Que les rayons de ta lumière éclairent et guident ceux qui sont à la tête de l'État. » Ça, c'est très important. C'est magnifique. Bien sûr, parce que les non-juifs ne le savent pas. Non. Parce que dans les églises, évidemment, on ne bénit pas la République tous les dimanches. Tandis que dans les synagogues, tous les samedis, on bénit la République. Absolument. Ça, faut le diffuser. Et même avant la Révolution, je rappelle, on bénissait le roi. J'ai bien retenu. Vous voyez, cette volonté d'être des bons sujets, loyaux, vous voyez. Et aujourd'hui, on ajoute que la France vive heureuse et prospère, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même une volonté vraiment de s'intégrer. Donc, la France républicaine triomphe, l'école laïque également. Donc, les enfants juifs, bien sûr, des familles les moins pratiquantes, encore une fois, c'est normal. Les enfants juifs vont commencer à aller à l'école publique laïque. Et du coup, Dieu est relégué à la sphère privée, à l'intérieur, à la maison. Voilà, on pratique plus ou moins, ou pas du tout, mais c'est à la maison. Les vêtements se modifient également. On adopte le vêtement à l'occidental et bien entendu la langue française. Il y a un mot qui va désormais remplacer le mot juif, c'est le mot israélite, qui est plus digne. Les enfants d'Israël, c'est digne. Juif, bon. Et d'ailleurs, j'ai remarqué personnellement que parfois, quand des chrétiens veulent demander à quelqu'un s'il est juif, parfois ils hésitent à dire juif. Alors ils disent, vous êtes d'origine juive ou de confession juive, ou vous êtes israélite, mais comme si juif était une insulte. Mais ça l'a été. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et voilà, on n'a pas complètement switché. Donc l'israélite, c'est celui qui s'adapte, qui s'intègre, etc. Trop au goût de certains. C'est toujours pareil. Il s'intègre trop au goût des antisémites, qui sont, eux, majoritairement issus de la droite cléricale, qui ne va cesser d'insister sur les racines chrétiennes de la France, la culture chrétienne de la France, etc. Et donc, on assiste à un clivage qui se met en place dans la société française, entre d'un côté une gauche républicaine, souvent anticléricale, parfois de façon même virulente, et une droite radicale, antisémite. Bien sûr, tout ça, ça va nous mener à l'affaire Dreyfus, d'un côté, et maintenant, je voudrais juste faire une petite digression avant d'arriver à l'affaire Dreyfus, vers les pays, certains autres pays d'Europe, puisqu'on avait dit l'émancipation des Juifs d'Europe. Alors, ce qu'on sait plus rarement, c'est que déjà avant la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme, il y a eu un empereur du Saint-Empire, qui était Joseph II, qui a promulgué un édit qui s'est appelé l'édit de tolérance, qui était en fait, en substance, un peu la Déclaration des droits de l'homme, enfin sur certains points en tout cas. Il était le fils de Marie-Thérèse d'Autriche, qui était une antisémite notoire, mais lui, pas du tout. Lui, pas du tout. C'est un pur produit, si vous voulez, de l'esprit des Lumières. Et donc, en 1781, donc avant la Révolution française, il publie cet édit de tolérance qui concerne les Juifs de Vienne, de Bohême, de Moravie, de Silésie et de Hongrie. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet édit ? Eh bien, il y a déjà le mot de citoyenneté qui apparaît,
Et c'est un premier pas vers une forme de sécularisation de la société, vers une acceptation des Juifs au sein de la société. Et voilà. Alors, il précise tout de même aussi que les Juifs ne constituent que des familles et pas une communauté. Un peu le même principe que Clermont-Tonnerre qui disait il ne faut pas qu'ils fassent un État dans l'État. D'accord ? Alors, on les accepte, les écoles chrétiennes sont tenues de les accepter. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'enfants juifs qui vont aller dans les écoles chrétiennes, hein, mais elles sont tenues de les accepter. Et donc, vous voyez que c'est une ouverture extraordinaire. Alors là, les réactions vont être très variées. Les Juifs de Vienne, par exemple, font un accueil triomphal à cet édit de tolérance, parce qu'à Vienne vivait déjà une bourgeoisie en cours ou en voie d'émancipation, une bourgeoisie juive, bien sûr, je veux dire, en voie d'émancipation, qui a accueilli cet édit de tolérance comme une véritable délivrance. Sauf que dans d'autres régions de l'Empire, ça n'est pas le cas. Par exemple, à Prague, c'est vrai que la plupart des Juifs vont sortir du ghetto à ce moment-là, mais il y a des gens plus orthodoxes, plus attachés au judaïsme, qui restent prudents, on va dire, vis-à-vis de cet édit de tolérance. Le problème, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, le nombre de Juifs de la région va augmenter considérablement, notamment à la suite des fameux partages de la Pologne. Vous savez que la Pologne c'est un des pays qui a été le plus partagé au monde, notamment à 3 reprises dans les dernières années du XVIIIe siècle. Et ce partage de la Pologne va rattacher la Galicie à la couronne d'Autriche. Et la Galicie, il faut le savoir, c'est une des régions les plus peuplées en juifs et les plus juives aussi au niveau de la pratique. Et donc vont arriver dans l'Empire des Juifs qui portaient encore le vêtement noir traditionnel, qui voulaient toujours manger cachère strictement, qui n'entendaient pas envoyer leurs enfants dans des écoles, chrétiennes ou du coin, si vous voulez, qui voulaient que leurs enfants continuent leurs études au Rheder, comme on appelait ça, donc l'école juive, etc. Donc il y a un véritable heurt de mentalité qui se passe ici, qui a lieu ici, à Vienne. Vienne est pourtant surnommée la Nouvelle Jérusalem, mais il y a un heurt de culturel, si vous voulez, entre ces Juifs galiciens qui arrivent encore les 2 pieds bien ancrés dans leur tradition, et ces Juifs viennois. Un peu comme en France, vous savez, à Paris, quand les Juifs polonais sont arrivés dans l'entre-deux-guerres, par exemple, il y a beaucoup de Juifs israélites, donc parisiens, qui ne les voyaient pas arriver d'un bon œil, hein, et qui disaient « Oh là là, mais ceux-là, ils ne sont pas de chez nous, ils vont nous replonger dans l'antisémitisme, ils vont ressusciter l'antisémitisme, etc. Hein. » De la même façon que les Ashkénazes ont mal accepté l'arrivée des séfarades. Mais ça, c'est comme ça, c'est humain, malheureusement. Hein, c'est humain. Donc, en Hongrie, que se passe-t-il en Hongrie ? La Hongrie est un cas vraiment à part. Il n'y a traditionnellement pas eu de mouvement antisémite en Hongrie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça n'est pas une terre de pogrom. La Hongrie n'est pas une terre de pogrom. Hein. Ça n'est pas une terre de ghetto. Et à la fin du XIXe siècle, d'abord le chassidisme, qui est le mouvement très, très orthodoxe, très religieux, qui est né au XVIIIe siècle en Pologne, n'a jamais pris en Hongrie. Hein. Il a pris en Galicie, il a pris en Europe de l'Est, il n'a pas tellement pris en Hongrie. Et en Hongrie se développe à ce moment-là un judaïsme propre à la Hongrie qui s'appelle néologue. Judaïsme néologue. Fin 19e, début 20e. Néologue, ça veut dire héritier, nouvelle doctrine en fait, néologos. Donc ils sont héritiers de la Haskalah, tout en n'étant pas des vrais libéraux. Je vais parler après du mouvement de la réforme, le libéralisme. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dans un entre-deux. Il faut s'adapter, il faut s'intégrer, mais attention, il ne faut pas perdre son identité. Voyez ? Donc il y a des synagogues néologues en Hongrie qu'on peut toujours visiter d'ailleurs, sauf que malheureusement il n'y en a plus. Mais bon, plus beaucoup de juifs en tout cas, depuis la guerre. Donc c'est une version un peu, plutôt conservatrice du judaïsme libéral ou réformé qui se met en place à Berlin ou en France un petit peu plus tard. Ensuite, après la naissance de l'Empire austro-hongrois, on est à la fin donc en 1867 exactement, c'est François Joseph qui accorde l'égalité civique
aux Juifs, et certains parlent même d'un culte qui lui était voué. Il paraît qu'il y a plein d'enfants juifs qu'on a appelés François-Joseph à cette époque-là. Et cette intelligentsia viennoise, de plus en plus intégrée, voire assimilée, comme Freud, comme Stefan Zweig, et comme Herzl, on peut dire, parce que si Herzl a des origines hongroises, il a vécu quand même ensuite à Vienne. Et alors, bien sûr, il y a aussi l'envers du décor. On parle beaucoup de symbiose judéo-allemande ou de symbiose judéo-habsbourgeoise. Cette symbiose, en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'elle n'était pas vraiment réelle, ou en tout cas qu'elle n'était dans un seul sens. C'est-à-dire que les Juifs voulaient cette symbiose, mais que les non-Juifs ne la voulaient pas forcément. Mais cette volonté d'intégration, on la retrouve par exemple chez le philosophe Franz Rosenzweig. Vous avez entendu parler peut-être, philosophe. Et Rosenzweig disait une phrase que je trouve très belle. Il disait « Soyons donc juifs et allemands, les deux à la fois, sans nous soucier du « et ». Et je crois que c'est même ça le plus important peut-être de sa phrase, sans nous soucier du « et ». C'est-à-dire, c'est juif-allemand. Allemand-juif, juif-allemand. C'est pareil, on forme un seul être qui a les deux identités, si vous voulez. C'est pas, ça ne superpose pas. Ça, pour moi, c'est vraiment le symbole même de cette volonté d'intégration des juifs allemands de cette époque et des juifs français, des israélites français à la même époque. Je me permets oui juste une parenthèse. Le grand rabbin Chaim Corsia était venu nous présenter un livre il y a 2 ans qu'il avait consacré à Jacob Kaplan et il avait intitulé son livre « Être juif et français ». Ah oui. Pour oui. Voilà, être juif et français, ouais. et non pas français et juif. Ouais. Ouais. L'exemple de Jacob Kaplan, c'est très différent. Oui, absolument. Et pourtant, on sait bien que Jacob Kaplan était ô combien, oui, comme Chaim Corsia, exactement, incroyablement français jusqu'à oui, vraiment, et très complètement très intégré, attaché, très républicain. Tous les discours de Chaim Corsia sont remarquables dans ce sens-là, vraiment, hein, vraiment. Ça tranche un peu avec les précédents, mais bon. Voilà, donc, alors, en revanche, à Vienne, on voit à la fin du XIXe siècle, dont je vous disais, la symbiose, c'est plus dans un sens que dans l'autre. Hein. Et on voit ressurgir à la fin du XIXe siècle, notamment à Vienne, un antisémitisme qu'on aurait voulu d'un autre âge, avec notamment un maire qui s'appelle Karl Lueger, L-U-T-R-E-M-A ou U-E-G-E-R, qui est le maire de Vienne à la fin du XIXe et qui est un maire ouvertement antisémite, c'est-à-dire qui ne s'en cache pas, et d'une grande métropole quand même européenne. Quand il parle de Budapest, il l'appelle Judapest. Juda, de juif, hein, donc ville juive. Alors, il y a des historiens qui disent que c'était peut-être, entre autres, dû à la rivalité entre Vienne et Budapest. C'est vrai que Vienne et Budapest ne s'entendaient pas tellement et se faisaient des petites... voilà. Et il y avait une image très négative chez les Viennois des Magyars. Hein. Pour eux, c'était des barbares, alors qu'eux s'estimaient être le fleuron de ce monde d'Europe centrale. Et il y a une image très négative qui se développe contre la Hongrie dans le reste, voilà, notamment en Autriche. Il parle de pouvoir judéo-magyar, mais tous les antisémites ont toujours parlé du pouvoir judéo quelque chose, on est d'accord, hein, le judéo-bolchevisme par exemple. Bon, là c'était le judéo-maçonnique, là c'était le judéo-magyar. Voilà, alors comme si Budapest risquait de priver Vienne de sa suprématie, si vous voulez. Voilà, donc c'est vrai qu'ensuite, après, il y a à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois se disloque, et la Hongrie est réduite à la portion congrue et connaît une crise sociale assez importante avec une montée des extrêmes et un activisme anti-juif sans précédent. La raison est souvent sociale. La raison, là je vais détailler un peu cet antisémitisme. La raison est souvent sociale, c'est la peur du déclassement. Le juif est celui qui va venir nous manger notre pain et nous reléguer au prolétariat, un peu si je puis dire, puisque c'est à la fin du 19e, c'est ça qui se passe. Donc en août 19 se met en place le régime communiste
avec à sa tête Béla Kun, qui est un ancien juif, parce que Kun, c'est Cône, en fait. Et la terreur rouge s'installe, la terreur blanche de l'autre côté, qui vise tout particulièrement les intellectuels et dont font partie beaucoup de juifs. Et ça, c'est le prétexte à des exactions anti-juives importantes et des mesures discriminatoires. Alors, bien entendu, plus a été grand l'espoir, plus la chute est dure. Et donc, je reviens maintenant. Donc, l'antisémitisme s'implante dans toute l'Europe, l'Europe centrale, évidemment, mais je reviens maintenant à la France avec l'affaire Dreyfus, qui a été la première grande épreuve pour ces Israélites français qui se pensaient à l'abri, de la même façon que les Juifs allemands se pensaient à l'abri, même dans les années 30. Donc ces Israélites bien implantés ont vu arriver l'affaire Dreyfus avec beaucoup de désarroi, mais chez beaucoup d'entre eux, ça n'entamera pas tout de suite la confiance qu'ils mettaient dans leur pays, la foi qu'ils avaient dans la France. Même Dreyfus, quand il écrit ses lettres à sa femme, écrit qu'il a confiance dans la justice française. Après ce qu'on lui a fait, c'est quand même assez incroyable. Mais en tout cas, pour la population, pour les anti-Dreyfusards, le juif va devenir le traître en puissance, l'ennemi en puissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un modèle des Lumières qui était rationaliste le siècle précédent, et maintenant c'est le modèle romantique du nation, de la peuple-nation, enfin de l'État-nation qui va dominer au XIXe siècle, et que parallèlement à cette ouverture qu'on avait vécue précédemment, on voit la société française se crisper sur des grands fantasmes, et notamment, donc bien sûr, les Juifs en sont les victimes. La presse antisémite se déchaîne, les journaux comme La Croix était encore peut-être un des moins virulents, mais non, tout à fait aussi virulent. Je crois Maud, parce que il y a des études aussi qui ont été virulent faites vraiment. là-dessus. Et d'ailleurs, La Croix, si je puis dire, a totalement viré cet outil et a laissé faire des journalistes sur son passé antisémite, donc avec beaucoup de soucis de la vérité. Oui, non, oui. Des journaux donc à cette époque-là, c'était vraiment encore un des plus antisémites. Je pensais que la Libre Parole et le Pèlerin étaient pires. Non, à l'égal. Bon, ok. Donc bref, on se déchaîne et et en plus le climat est tel que même au sein des Juifs, il y en a qui hésitent. Même Jules Isaac. Je ne sais pas si vous savez ça. Il a dit, je vais vous citer sa phrase. C'est dans les nouveaux cahiers qu'il écrit ça. Je n'ai pas été un convaincu, un combattant de la première heure. Il veut dire Dreyfusard. Jules Isaac quand même. Je n'ai pas été un combattant de la première heure, pour diverses raisons. Fils d'officier, il me semblait impossible d'admettre qu'à l'unanimité, 6 officiers eussent pu, sans preuve accablante, vouer un des leurs au déshonneur d'une telle condamnation. J'étais juif et par réaction d'honnêteté, en garde contre moi-même, contre tout réflexe de solidarité juive, j'étais résolu à ne me prononcer qu'à bon escient. Donc il ne veut pas passer pour celui qui est juif et qui prend forcément parti pour un juif. Il veut essayer d'être objectif, et à cette époque-là, on ne savait pas. Enfin, il y en a qui savaient. Mais il a hésité, même lui. Il a hésité. Donc, il ne pouvait pas imaginer que l'armée ait condamné Dreyfus s'il n'y avait pas de preuves. Ce n'était pas pensable. Pas pensable. Il était très jeune, il avait 18 ans. À 18 ans, quand il a écrit ça. Il avait 18 ans, il n'était pas. Il dira d'ailleurs plus tard, l'antisémitisme, je ne savais pas bien ce que c'était. J'avais été pensionnaire pendant 5 ans, j'avais vécu complètement en vase clos. Les journaux antisémites, je ne les avais jamais lus. Donc effectivement, ça explique. Ceci explique cela. Ceci explique cela, sa jeunesse. Oui, absolument, bien sûr, bien sûr. Il y a eu une petite période de flottement, jusqu'à ce qu'on ait la preuve. Il y a eu une petite période de flottement. Et voilà, c'est ça. Il dira ensuite qu'il n'avait pas mesuré sans doute l'antisémitisme de son temps. Et c'est Peggy le catholique, c'est Peggy le catholique qui a convaincu Jules Isaac que Dreyfus était innocent. Là, se forme la première, je fais une parenthèse, la première amitié judéo-chrétienne, elle se forme là entre Jules Isaac et Peggy.
Et si Jules Isaac, 50 ans plus tard, a appelé notre association Amitié judéo-chrétienne, c'est en souvenir de son amitié de jeunesse nouée avec Charles Péguy au moment de l'affaire Dreyfus. Je me permets. Très bien. Ah, mais c'est au contraire, vous nous apportez des informations précieuses. Alors, je vais vous citer tout de même une autre phrase de quelqu'un d'autre qui dira, mais c'est un peu plus tard, c'est une fois Dreyfus réhabilité, c'est le père de Lévinas. Le père de Lévinas dira, je cite, « Une nation capable de se diviser en deux et qui est prête à la guerre civile pour réhabiliter un officier juif, c'est une nation où il faut se dépêcher de nous rendre. » Et on comprend vraiment bien ce qu'il veut dire. Hein. Quand même, une moitié de France, qui n'avait rien à voir avec le judaïsme, a pris fait et cause pour un officier juif, hein, et l'a défendu toute griffe dehors. C'est ça la France. Hein. Voilà. Bon, la France est capable du meilleur comme du pire. Bon. Alors, ensuite, c'est l'année 1898 qui semble être une année charnière puisqu'il y a la révision du procès et que les Juifs et la France dreyfusarde reprennent espoir. Mais le climat n'est pas bon quand même. Hein. Même après la réhabilitation de Dreyfus, le climat général de la France n'est pas bon. Dans les milieux chrétiens, la loi de 1905, on peut dire, jette un peu le trouble. Et ce qui se passe aussi dans ces années-là, c'est l'arrivée massive de Juifs venus d'Europe de l'Est. Parce que depuis les années 81-82, en fait, après l'assassinat... C'est quelqu'un qui ne peut quelqu'un qui a un portable qui ne sait pas comment éteindre son portable. Bon, ça y est. Après l'assassinat d'Alexandre II, le 1er mars 1881, il y a évidemment la thèse de l'assassinat par un groupe de révolutionnaires juifs, évidemment, est accréditée par Alexandre III, qui se permet qui accuse les Juifs, et ça déclenche une terrible vague de pogroms qui durera 1 an, entre le printemps 81 et 82. Ensuite, en 1905, on a la révolution manquée. Les Juifs sont toujours les victimes collatérales. C'est toujours pareil, entre les rouges et les blancs. C'est là que naît cette expression, enfin l'expression peut-être pas, mais l'idée du judéo-bolchevisme, évidemment. Oui, il y avait pas mal de Juifs chez les communistes. Oui, parce que l'idée communiste, au départ, elle est très belle. Elle a été dévoyée, mais au départ, elle est très belle. Et puis les Juifs de l'Est voyaient dans le communisme un espoir. Bien sûr, ils avaient été persécutés sous les tsars. Bon, espoir. Et donc, il y a énormément de Juifs qui débarquent en France, si je puis dire. Par exemple, je vais vous citer quelques chiffres. En 1900, il y en a 8 000 qui arrivent. En 1905, 13 000. En 1914, 40 000. Hein, 40 000 Juifs qui arrivent et qui sont des Juifs, forcément, alors encore une fois, plus orthodoxes. Et tout ça, finalement, d'ailleurs, il s'installe beaucoup dans le Marais. Mais le Marais, ce n'était pas le Marais d'aujourd'hui. Hein. Le Marais de l'époque, c'était quand même un quartier à peu près délabré. Pendant la Première Guerre mondiale, on estime qu'environ 80 000 Juifs ont participé à la guerre et 12 000 y sont morts. Hein. C'est énorme. 10 000 se sont engagés volontairement. Ça vous montre quand même cette volonté d'être français, ce patriotisme, c'est extraordinaire. Et pendant la Première Guerre mondiale, on va ajouter une ligne à la fameuse prière pour la France. On ajoute « Éternel, bénis nos armées qui combattent pour l'honneur et le salut de la patrie, accorde-leur la victoire due à la plus sainte des causes. » Voilà, donc encore une fois, une prière pour la France. Il y avait la même prière de l'autre côté. Hein? Ah bah oui. Ah oui, c'est ça. Et le problème de l'Alsace et de la Lorraine, c'est qu'ils les Juifs sont passés d'une identité à l'autre. Voilà. Alors, après la guerre, donc, avec l'annexion, justement, des départements de l'Est, à nouveau, il y a un certain nombre de Juifs beaucoup plus orthodoxes qui deviennent français, après 40 ans de séparation. Et selon André Neher, qui est originaire de l'Est, les Juifs d'Alsace et de Lorraine... c'était pas intellectuellement la crème. Et c'est André Neher qui le dit, je ne me permettrai pas de le dire. Mais voilà, ils étaient encore bien ancrés dans les traditions. Donc, bon. Mais très vite, ils vont s'émanciper eux aussi, devenir des bourgeois, etc. Et toujours aussi fiers d'être français.
Au moment de la déclaration Balfour, c'est important de le souligner tout de même, la déclaration Balfour, je précise pour ceux qui ne savent pas, novembre 1917, c'est la déclaration par laquelle Sa Majesté la Reine d'Angleterre, roi, pardon, on est tellement obsédé par la Reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre déclare que le gouvernement de Sa Majesté est favorable, écoutez bien, à l'implantation d'un foyer juif en Palestine. Non, ça ne veut pas dire... C'est plutôt la lettre de Balfour à Rothschild, je crois. Donc, oui, mais c'est la déclaration de Sa Majesté. oui. C'est Sa Majesté qui écrit, c'est Sa Majesté qui déclare. Hein. Bien sûr, c'est Balfour, la demande est Mademoiselle. Mais il y a quand même, attention, une petite nuance entre dire qu'elle voit d'un œil favorable l'instauration d'un État juif en Palestine ou d'un foyer juif sur le territoire de la Palestine. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, beaucoup de populations, surtout en Europe de l'Est, ont été euphoriques en entendant cette déclaration. Après, il y a eu le mandat britannique. Ça ne s'est pas passé comme on aurait pu le souhaiter ou l'espérer. Mais beaucoup sont restés sceptiques quant à cette déclaration. Les plus lucides, en fait, sont restés sceptiques. Ils ont dit, oh là là, non, ça, il ne s'agit pas du tout de ce que vous croyez. Vous n'allez pas avoir un État juif dans les mois ou les années qui viennent. C'est très vite, ça sera l'instauration du mandat britannique. Tout ça, c'était la volonté de la Grande-Bretagne de s'implanter dans la région. Et la France en a fait autant d'ailleurs. Je voulais vous dire quelques mots sur le mouvement libéral, parce que là, c'est quand même très important pour sentir cette intégration, justement. Le mouvement libéral, en fait, est né en Allemagne. L'Allemagne est toujours un petit peu en avance sur la France. Bon. Dans la foulée de la Scala, et aussi d'un mouvement qui, en Allemagne, s'appelait la science du judaïsme, exactement, la Wissenschaft des Judentums, la science du judaïsme, est une grande remise à plat, si je puis dire, de toutes les études juives, notamment, avec des intellectuels, etc. Donc, ce que voulait ce mouvement de la réforme, tout simplement, une meilleure intégration sociale et intellectuelle, d'accord ? Que les Juifs ne soient plus à la traîne, en quelque sorte. Et donc, on a réduit l'étude du Talmud, et on est revenu davantage à l'étude de la Bible, parce que la Bible, c'est plus glorieux que le Talmud, c'est ce qu'il disait, en tout cas. Et ce mouvement va s'amplifier pendant tout le courant du XIXe siècle, avec, par exemple, une transformation assez radicale de la vie synagogale, introduction de l'orgue, parce que l'orgue était complètement... c'était pour les églises, hein, les orgues. Hein. Oui, tu ne savais pas ? Introduction de l'orgue, voilà, dans les synagogues libérales ou réformées, on les appelle à l'époque. Le sermon dans la langue vernaculaire. Hein, donc, pas question d'avoir que de l'hébreu dans les prières. Il faut aussi montrer qu'on sait parler français. Le sermon dans la langue vernaculaire et la mixité, homme-femme. Hein. Ça vient tout doucement, ça. Tout doucement. Parce qu'il y a encore des hommes, et même des femmes d'ailleurs, qui rechignent un petit peu, qui sont... Voilà. Qui trouvent ça bizarre, disons. Hein. Oui, les chrétiens ne savent pas que dans certaines synagogues, on sépare les hommes des femmes, parce que dans les églises, tout je ça, pensais que ça se savait. Oui, Ah, c'est non, bien non, terminé depuis longtemps dans les églises. Non, c'est terminé. Chez les orthodoxes juifs, on est encore à la séparation homme-femme. Hein. Oui, ça étonne beaucoup. Ah oui, mais oui, parce que dans les églises, c'est oui, depuis longtemps. Bien sûr. Et alors, c'est le mouvement libéral qui va permettre donc la mixité, les enfants, les hommes et les femmes ensemble. Alors, en France, on attend la fin du 19e pour que, dans l'enceinte d'ailleurs de la Victoire, de la grande synagogue de la rue de la Victoire, il y ait des réunions de juifs libéraux. Alors, évidemment, ça crée des problèmes, ça crée des remous. Hein, et très vite, ces libéraux vont devoir se dissocier des locaux de la synagogue de la rue de la Victoire. Et c'est donc à Hanouka, donc décembre 1907, qu'est inaugurée la synagogue de la rue Copernic, qui est la pionnière française des synagogues libérales et qui intègre donc ce sermon dans la langue vernaculaire, cet orgue pendant les offices de Shabbat et la présence, bien sûr, des femmes aux côtés des hommes. Alors, je voudrais... Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais
essayer de définir un peu ce qu'est enfin les trois facettes peut-être, mais il faut que j'accélère un peu parce que je vais vous donner aussi la situation d'aujourd'hui telle qu'elle m'apparaît. Trois facettes de l'antisémitisme, en fait, tout au long du temps. Il y a trois domaines dans lesquels l'antisémitisme sévit. Domaine religieux, donc ça c'est l'enseignement du mépris chrétien, etc. L'aveuglement de la synagogue, qui a un bandeau sur les yeux, qui n'a pas reconnu le Christ, etc. Un antisémitisme racial, et un antisémitisme social. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'antisémitisme chrétien parce que, hélas, il est très connu. Au niveau de l'antisémitisme racial, on croit souvent que cet antisémitisme est né à la fin du 19e avec les théories vraiment racistes et raciales, notamment de Gobineau. C'est mal connaître l'histoire, parce qu'en réalité, en 1449, en Espagne, dans l'Espagne de l'Inquisition, on a publié ce qui s'est appelé des statuts de pureté de sang. C'est-à-dire que les inquisiteurs allaient rechercher même des convertis jusqu'à la 4e génération et même au-delà pour voir s'il n'y avait pas d'anciens juifs. C'était pas juste une question de sincérité ou pas sincérité. C'était pas juste on mettait en doute leur conversion, parce que quand ils se sont convertis sous la torture, effectivement, on pouvait mettre en doute ça. Hein. Est-ce qu'ils sont vraiment devenus chrétiens? Certains oui, certains non. Hein. Mais c'est pas ça les statuts de pureté de sang. Les statuts de pureté de sang, c'est on allait chercher jusqu'à des générations précédentes, parce que le sang juif se transmettait. Le sang. Et il y a des pseudo-scientifiques du Moyen-Âge qui ont écrit de véritables traités en disant que c'est dans le lait maternel que ça passe. La tare, le vice, on parle du vice juif. C'est une maladie d'être juif. Hein, et ça se transmet, une maladie contagieuse. Hein. C'est Pinsker à la fin du 19e, Léo Pinsker, qui était russe, qui disait l'antisémitisme est une maladie héréditaire et incurable. C'est triste quand même d'en arriver là. Mais donc les statuts de pureté de sang montrent bien qu'il y avait déjà une sorte de fantasme sur la pureté de la race, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Ensuite, on a un antisémitisme social, qui est... Alors là, c'est très étonnant, parce qu'il est à deux facettes totalement contradictoires. C'est-à-dire que pendant 2 millénaires, on a rejeté les Juifs parce que pauvres, parce qu'ils n'avaient rien, parce qu'ils étaient considérés comme un lit de la terre, parce qu'ils avaient des tout petits métiers qui n'avaient pas de... Voilà, qui vivaient chichement comme s'ils étaient... qu'ils faisaient l'aumône, etc. Donc on était antisémites parce que ces Juifs étaient moins que rien. Et puis dès qu'ils ont commencé à s'enrichir, on leur a reproché l'inverse, c'est-à-dire de s'enrichir trop. Dès qu'ils sont devenus des banquiers, des grands commerçants, etc., eh bien, l'antijudaïsme s'est posé sur le fait qu'ils étaient des capitalistes, exploiteurs, etc., etc. Et ça, Léo Pinsker le décrit très très bien, parce qu'il montre que quoi qu'il ait été dans son histoire, pauvre, riche, intégré, pas intégré, de toute façon, le juif a été l'objet de tous les fantasmes et de toutes les critiques. Alors, le dernier avatar de cet antisémitisme est bon, alors on dit un espoir déçu. Oui, bien sûr, il a été déçu. On a vu par l'affaire Dreyfus, etc. Et bien sûr, c'est le XXe siècle et Vichy en ont été également l'exemple le plus frappant. Mais ça, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais vous connaissez malheureusement, tristement, cette histoire, les statuts des Juifs qui précèdent les déportations à partir de 1940. Le premier, c'est le 3 octobre 1940, où on revient en fait 2 siècles en arrière, ni plus ni moins. Hein. Le Juif n'est plus citoyen. On l'exclut de la fonction publique. Bon, André Neher, d'ailleurs, dira, il était professeur d'allemand, et il dira qu'il a été jeté de son lycée et que personne n'a bougé. Hein. C'est tout juste si ses collègues avec lesquels il était ami lui ont dit un mot, personne n'a rien fait. Bon, voilà. Donc le juif est caricaturé à l'extrême, etc. Tout lui est reproché. Voilà, donc ça. Maintenant, je voudrais aborder vraiment l'époque moderne avec ce dernier avatar de l'antisémitisme qu'est l'antisionisme.
Dès qu'il a été question, à la fin du XIXe siècle, de se réimplanter en terre d'Israël, ça a été le prétexte pour tous les antisémites de crier à la double allégeance. Hein. Bien que la plupart des Juifs de France, des Israélites français, n'étaient pas du tout sionistes. Pas du tout. Hein. Mais néanmoins, on avait envie de leur dire, bon, ben maintenant, vous choisissez votre camp, en quelque sorte. Alors, c'est Israël pour vous ou c'est la France? Mais les deux, c'est pas possible. Donc, le sionisme a effectivement encore été un prétexte à l'anti-judaïsme. Ensuite, après la création de l'État d'Israël, et encore plus après 1967, c'est le problème palestinien que les antisémites ont importé en France, comme si nous, Juifs de France, nous y étions pour quelque chose. Hein. Donc, ça, c'est un mélange de la politique israélienne et de l'identité juive, comme si tous les Juifs soutenaient ce qui se passe en Israël de façon inconditionnelle, ce qui est faux. Ce qui est faux. Hein. Il y a une partie, effectivement, des Juifs de France qui soutient, mais il y a une grande partie qui ne soutient pas non plus. Et donc, voilà le Juif qui devient le symbole de cette persécution. Alors, de celui qui, après avoir été persécuté pendant 2000 ans, se retrouve à son tour persécuteur. Vous voyez, donc c'est ça qui, dans les esprits des antisémites, a fait basculer, si vous voulez, et créer un nouvel antisémitisme. Alors, je vais terminer là-dessus en 5 minutes. Pour autant, faut-il dire malheureux comme un juif en France? Moi, ma réponse est non, évidemment. Et là, je voudrais revenir sur un manifeste qui a été publié dans Le Parisien le 22 avril 2015. Nous sommes après les attentats, et notamment après les attentats de l'Hyper Cacher. Il y a un manifeste qui a été signé par 300 personnalités de tous bords, qui appelait à une vigilance accrue face à la montée de l'antisémitisme islamique, puisqu'il faut bien l'appeler de son nom. Et ce texte évoquait, je cite, « l'épuration ethnique à bas bruit que subissaient les Juifs de France ». Alors moi, les bras m'en sont tombés. C'est-à-dire que, évidemment, il faisait référence à quoi? Il faisait référence au fait qu'il y a pas mal de Juifs qui vivaient dans des quartiers à majorité musulmane, et qui, notamment Sarcelles, mais bien d'autres, hein, et qui, effectivement, ne pouvaient plus porter la kippa s'ils le souhaitaient, se faisaient un peu maltraités, malmenés par les gens du coin. Ils hésitaient à envoyer leurs enfants dans les écoles et les collèges et les lycées du coin parce qu'il y avait une majorité musulmane et que les petits juifs se faisaient immanquablement agresser. Donc, bien sûr, ce mot épuration ethnique faisait référence à ça. Mais franchement, sincèrement, parler d'épuration ethnique, mais attendez, pour moi, ça n'est pas raisonnable. Et même, je dirais que ça dessert la cause des signataires. Après, beaucoup de gens évoquent la recrudescence ou la résurgence de l'antisémitisme en France. Mais là, par contre, moi, je vais dire que c'est avoir la mémoire courte. Oui. Parce que ça n'a jamais cessé. Oui. Il y a eu une petite période après la guerre où, effectivement, il y avait cette culpabilité, bien sûr. Culpabilité de la collaboration, de Vichy, des déportations et du zèle qu'a montré Pétain, etc. Et pas que lui. Mais je veux dire, très vite, on est retombé dans cet antisémitisme. Je vous cite quelques exemples. 1975, attentat à Orly, revendiqué par Septembre Noir. 1978, encore à Orly. Mars 1979, le foyer de jeunes de la rue Médicis, pas si certains d'entre vous s'en souviennent, hein, qui a été attaqué, 33 blessés. Octobre 80, c'est la synagogue de la rue Copernic, qui, comme chacun sait, visait les Juifs, mais a touché 4 Français innocents. Hein? Bah oui, vous vous souvenez de cette déclaration de Raymond Barre, qui a jeté un certain froid dans la communauté française, juive française. Ensuite, on a 82 Goldenberg, le restaurant de la rue des Rosiers, 6 morts. Ensuite, on a en mars 85 le festival du cinéma israélien qui est attaqué également. Et puis, c'est une longue litanie finalement. Les rabbins attaqués à droite à gauche, à Rigerangis notamment, une école juive incendiée. Ensuite, c'est Ilan Halimi, c'est l'Hyper Cacher, c'est Sarah Halimi, c'est Myriel Knoll. J'en oublie sans doute. Hein. Mais, et Toulouse, j'ai pas dit Toulouse, si, j'ai dit Toulouse. Bon, il est là sous mes yeux. Donc je l'ai oublié. C'est pas grave, je l'ai pas oublié, il est là sous mes yeux. Toulouse, bien entendu. Mais
et voilà, je veux dire, c'est une longue litanie. Donc, est-ce qu'on peut parler de résurgence? Non, 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 ça n'a jamais cessé. Par résurgence, sauf qu'on a changé d'antisémitisme. Avant, c'était un antisémitisme organisé. L'attentat de la rue Copernic, il est centralisé, il est organisé. Certains attentats, même des attentats comme les attentats du 13 novembre, sont des attentats organisés. Maintenant, il y a, et ça, c'est pas seulement antisémite, c'est pas du tout même un 13 novembre. Maintenant, on a touché un antisémitisme, j'ai envie de dire, de voisinage. C'est-à-dire que c'est le voisin musulman qui va tuer, voilà, Mireille Knoll, c'était son voisin. Ou c'est le voisin musulman qui ne supporte pas qu'un juif porte la kippa et qui va l'agresser. Ou un coup de couteau, ou un truc. Vous voyez, ça a un peu changé. Ce n'est plus un antisémitisme organisé. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dire malheureux comme un juif en France, comme disent certains, ou épuration ethnique, comme disent certains, je trouve que c'est totalement, je veux dire, dévoyé. Les juifs sont protégés. Il y a des lois. L'antisémitisme est un délit. Quand il est exprimé, il est puni. Je veux dire, quand on dit que les Juifs ont été obligés de quitter certains quartiers, mais les Français dits de souche aussi, il ne faut pas faire du judéocentrisme non plus. Il y a des ghettos. Hein, on a créé des ghettos musulmans dans lesquels un non-musulman a du mal à vivre et à s'épanouir et à se sentir en sécurité. Ce n'est pas que les Juifs. Ça ne concerne pas que les Juifs, ça. D'accord ? Donc, l'excès de l'expression épuration ethnique ne sert pas la cause des signataires. Bien sûr, je suis consciente que ce n'est pas dans le 17e qu'il y a des problèmes. Pas dans le 16e qu'il y a des problèmes. J'en suis tout à fait consciente. On a la chance d'habiter dans des quartiers où on peut... Voilà. Pardon ? Ça vient parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vient. De toute façon, ça ne cessera sans doute jamais. Ça ne cessera sans doute jamais. Mais ce qu'il faut voir, quand même, c'est que aujourd'hui, il y a des lois et que quelqu'un qui, ne serait-ce que incite à la haine raciale ou antisémite, est puni. Hein ? Les synagogues sont gardées. Maintenant, vous allez me dire, évidemment, ça serait mieux qu'elles n'aient pas besoin d'être gardées. Ah, ça, oui. Mais malheureusement, on ne vit pas dans un monde idéal. Hein, on vit dans un monde de conflits. Caïn et Abel, c'est la Bible. Hein. Caïn et Abel. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des attentats et des meurtres, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même. Regardez, moi j'ai enseigné pendant 25 ans dans un département qui s'appelait Département d'études arabes et hébraïques à la Sorbonne. Il n'y a jamais eu, en 25 ans, Marceau peut en témoigner, un de mes étudiants qui est là, il n'est pas le seul, il n'y a jamais eu de problème entre les arabisants et les hébraïsants. Il y a les études juives en France qui prospèrent. Il y en a partout des études juives. On se réunit partout. Il y a des festivals du cinéma israélien à Passy ou au Balzac ou ailleurs. Il y a des mairies, la mairie du 16e notamment, qui organise régulièrement des manifestations du Bnei Brit, etc., etc. C'est une mairie. Bon. Du 4e, le Festival des cultures juives, bien sûr. Je veux dire,